le dessin le plus moche du monde pour vous montrer à peu près où est Aubervilliers. Donc pour les non-parisiens, ceci est Paris avec la Seine. Si vous allez au nord, vous arrivez sur Saint-Denis ici et donc Aubervilliers juste à côté. Aubervilliers a la chance d'avoir un petit canal qui sert notamment pas mal à votre transport de marchandises avec des péniches et mon quartier c'est ici. Donc mon territoire est assez petit, vous pouvez le parcourir à pied. Et je vais vous en parler pour plein de raisons. La première chose, c'est que la ville et le quartier sont considérés comme un désert médical. Donc désert médical, ça parle à pas mal de monde, j'imagine. Si vous cherchez un rendez-vous avec un médecin en ce moment, c'est en général assez long. On a 3 critères pour dire désert médical. Le premier, ça va être le temps pour avoir une consultation. Si vous avez la grippe, vous cherchez un rendez-vous avec un médecin, combien de temps vous allez mettre. Le deuxième, c'est la distance. Donc sur Aubervilliers, ça n'a pas trop de sens parce que ça se parcourt à pied. Sur d'autres régions plus rurales, là par contre, si vous devez mettre 1 heure, ça va être compliqué. Et le troisième critère, c'est une question d'accessibilité par rapport au coût du médecin ou du soignant que vous voulez voir. Dans Aubervilliers, ça a une très grande importance parce que c'est un quartier très très défavorisé. Donc là, je suis dans un désert médical par choix, je vous en parlerai un petit peu plus après. Alors, comment présenter un petit peu le quartier? J'ai pris 3-4 photos. Donc vous avez de la chance, il faisait beau. Donc là, c'est le côté le plus sympa du coin, c'est-à-dire c'est un parc. Pour ceux qui aiment la verdure, c'est triste. Pour ceux qui sont habitués au côté espace citadin, c'est un des points assez violents du lieu. C'est qu'on a très peu d'espace vert. Là, c'est très joli, c'est sympa, c'est en rénovation. C'est ce que je considère comme joli dans mon quartier. Il y a un arbre. Ça, c'est chez moi, enfin, c'est ma maison de santé. Bon, là, c'est mon jeu avant-après. Regardez bien la voiture de devant. Un petit peu plus tard, on va la revoir. Et voilà, 2 jours après. Voilà, ça, c'est sur la vie quotidienne du coin. Donc il y a beaucoup de mécanique sauvage et quand vous avez besoin de pièces détachées, vous vous servez sur la voiture d'à côté, visiblement. Voilà, c'est un peu le sport national. Voilà, donc ça c'est mon cabinet. Donc ça c'est le côté sympa, c'est le lieu qu'on a créé en équipe. Donc pour revenir sur le quartier lui-même, donc très défavorisé, socialement de la misère assez importante, à la fois sur le plan social, sur le plan géographique, urbanisme, sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, sur tous les types de misère possibles. Il y a beaucoup de travail qui est en cours dans cette région, notamment du fait d'énormément d'associations, ce qui fait que ce territoire-là, qui a l'air tout abominable quand j'en parle, est extrêmement vivant. Pourquoi? Parce que c'est un lieu qui présente des initiatives absolument fabuleuses. Il y a beaucoup de tentatives de réseaux, de tentatives de créer des liens, de tentatives de... C'est encore des tentatives, pour ça je reste à l'étape de tentative, mais de dynamiser cet endroit, ce qui en fait un territoire extrêmement attachant. Pour l'historique un petit peu, donc c'est un lieu qui initialement était maraîcher, donc vous aviez beaucoup de culture, qui par la suite est devenu un territoire très urbain avec beaucoup d'usines. Il y a encore Saint-Gobain par exemple, juste à côté, et d'autres usines qui font qu'il y a beaucoup de friches industrielles actuellement, donc beaucoup de ruines qui sont en train d'être transformées. Le pari de la ville et d'une bonne partie des villes du 93, c'est de transformer ces friches et ces quartiers très miséreux en une zone plus mixte. Après avoir été des friches industrielles, ce quartier est devenu un lieu de squat très important, donc du fait de différentes vagues migratoires. Voilà, ici vous avez des petites maisons assez basses, individuelles, qui étaient une première vague migratoire dans le quartier, et qui étaient espagnoles principalement, espagnols et portugais, donc c'était le quartier de la petite Espagne. Et ensuite, donc, différentes vagues migratoires sont arrivées, et au fur et à mesure des années, ce quartier qui avait la possibilité d'avoir des petites maisons comme ça est devenu des bars de HLM et de squats assez terrifiants avec des marchands de sommeil. Voilà, on voit bien le HLM derrière, qui est pourtant classé historiquement, et d'autres travaux. Voilà, ça c'est pour la description un petit peu des lieux. Après, qui vit dedans actuellement? Donc ceux qui vivent dedans, ce sont les squatteurs, donc ceux qui se débrouillent pour vivre comme ils peuvent, entassés comme ils peuvent pour dormir. Et vous avez aussi des gens beaucoup plus aisés, donc par exemple j'ai pas mal de profs dans ma patientèle, qui eux viennent s'installer en essayant de se dire on fait un pari sur l'avenir, ce quartier est en pleine transformation et on se dit venons nous installer là, c'est potentiellement un futur sympathique.
Et donc j'ai pas mal de patients qui font le pari d'arriver en disant voilà, je viens en couple, je m'installe, j'achète un appartement, j'enseigne dans l'école d'à côté ou je suis cadre dans une entreprise de Saint-Denis à côté et donc je m'installe ici. Donc ce quartier est en train de se mixifier petit à petit avec des gens de classe moyenne et des gens par contre extrêmement défavorisés. Donc cette mixité sociale, elle se retrouve dans la salle d'attente, elle se retrouve très peu dans la vie quotidienne, parce que les commerces fréquentés ne sont pas toujours les mêmes, que les écoles fréquentées ne sont pas toujours les mêmes non plus. Malheureusement, du fait des difficultés inhérentes à la ville, les écoles publiques sont dévastées. Et donc très nombreux sont les gens qui choisissent d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées, que ce soit des écoles privées religieuses, des écoles privées laïques, mais en tout cas le plus loin possible de leur lieu d'habitation. Donc ce quartier-là a un aspect mixte et un aspect très séparé. Quand on parle d'aspect séparé, on pense aussi aux communautés, donc, parce que qui dit migration, dit personnes venant d'horizons très très différents. Donc vous avez des vagues migratoires très anciennes, donc on parlait de l'Espagne, du Portugal il y a quelques décennies. Ensuite sont arrivés donc tous les patients venant les personnes venant du Maghreb, toute une vague d'immigration il y a quelques années aussi. Là très récemment, on a des patients qui viennent d'Afghanistan, qui viennent de Syrie, enfin de tous les pays du monde. Et Aubervilliers est aussi la plus grosse communauté d'Île-de-France de personnes d'origine chinoise. Il y a donc une très très grosse communauté chinoise dans la ville d'Aubervilliers qui travaillent, qui ont créé des centres commerciaux de vente principalement de vêtements en gros, donc beaucoup de commerces. Et ces différentes communautés se mélangent plus ou moins. Ça commence à venir sur les personnes issues de l'immigration de deuxième génération, troisième génération. Sur les plus récentes, ça se mélange très très peu. Et moi j'ai très très peu de contact avec la communauté chinoise qui travaillent ensemble et qui ont souvent leur médecin traditionnel. Donc, ma vie quotidienne en ce moment, c'est d'enchaîner les différentes rencontres avec des gens qui viennent de pays extrêmement différents. Ça impose de baragouiner vaguement anglais, d'essayer de comprendre l'espagnol. J'ai caressé le rêve un jour d'apprendre l'arabe, mais pour l'instant je n'y suis pas encore mis, mais ça viendra peut-être. Voilà, donc la vie quotidienne dans la salle d'attente sont des gens d'une mixité folle et extrêmement différents. Je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours. Je suis née dans le 92, j'y ai fait mes études, j'y ai grandi et j'ai fait mes études de médecine dans Paris. Par hasard, j'ai toujours voulu faire médecine générale, ce que disait Solveig, c'est ce que je trouve le plus passionnant. Par hasard, j'ai découvert la toxicomanie, la dictologie, donc ça m'a plu, et donc je me suis dit, je vais essayer de m'installer, d'aller faire mes stages dans un endroit où il y aura un peu d'addictologie. Et il se trouve que j'ai rencontré une maître de stage à ce moment-là qui travaillait à Aubervilliers. Et son travail m'a énormément plu, c'était quelqu'un d'extrêmement investi sur le vivre ensemble. Donc qui partageait une valeur qui me tient beaucoup à cœur. Et qui allait donc travailler avec des gens d'origine différentes et qui allait chez eux. Son objectif à elle, c'était de favoriser la vie quotidienne des personnes, quelle que soit leur origine et quel que soit leur état de santé. Son état d'esprit m'a bien plu, j'y suis restée. Et donc après ma thèse, je me suis installée avec elle en 2013, avec 2 autres collègues, donc nous étions 4. Il se trouve qu'à ce moment-là est passée une loi qui favorisait l'accessibilité des lieux de soins aux personnes handicapées. Et nous étions dans un bâtiment avec un escalier, donc on a dû envisager de déménager très vite. C'était une très bonne chose parce qu'on commençait à faire prendre des risques à nos patients vieillissants. Et c'était l'occasion aussi d'agrandir un petit peu l'équipe de soins et donc de travailler aussi avec d'autres professions de santé. Donc, nous avons rencontré une infirmière, des orthophonistes, des kinés, on a rencontré plein de monde. Et au final, l'équipe qui s'est constituée était donc constituée de médecins généralistes, d'infirmières, d'une orthophoniste. Et donc par la suite, on cherche un peu à diversifier, mais voilà l'équipe actuelle. Le choix du lieu, en fait, dans ce petit quartier-là, a été déterminé assez simplement par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de bâtiments accessibles aux personnes à mobilité réduite et aux personnes handicapées en général. Donc, on a choisi de s'installer par ici pour donc aussi avoir la possibilité d'avoir de l'espace. Le montage de la maison de santé, ça a été un ensemble de galères, on va dire, que ce soit architectural, administratif. On a dû créer c'est comme une création d'entreprise, et moi qui débarquais de mes études de médecine, j'avais aucune idée de comment on faisait. Donc on a tout appris sur le tas, c'était sympathique, avec quelques moments épiques de ma façon architecturale, mais finalement on y est arrivé. 3 ans après, le bâtiment était construit et on s'est installé.
Et là, on a vu arriver nos anciens patients qu'on connaissait déjà et de nouveaux patients qui venaient s'installer dans le quartier ou qui y étaient depuis longtemps et qui nous disaient vous faites bien de venir. On avait besoin de prendre 20 minutes le bus pour trouver un médecin. On avait besoin pour avoir une infirmière, de changer de ville. Il n'y avait pas d'orthophoniste dans le coin. On a des patients qui ont dit ça fait 8 ans que je suis sur liste d'attente pour un soin d'orthophonie. Et donc notre collègue orthophoniste a été acclamé à son arrivée. Nous, peut-être pas à ce point-là, mais ils étaient contents de nous voir arriver aussi. Et donc l'équipe a commencé à travailler dans cet endroit-là, dans la joie et la bonne humeur. Mais on reste assez fidèle à nos idéaux de base, qui sont donc l'accessibilité aux soins, à la santé, sur le sens global de la santé, que ce soit, donc, voilà, je vais donner une définition un peu littéraire, mais selon l'OMS, la santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Et on est très attaché à ces 3 points. Donc on a fait le choix par exemple d'avoir des consultations longues. On voit 3 patients par heure. Certains médecins sur Aubervilliers, c'est 5 à 6. Donc c'est un choix de tous les médecins sur place. On a fait le choix aussi d'être ouvert à toute origine géographique, tout mode de vie, d'aider le patient quel que soit le moment de sa vie où il est, donc tous âges, toute pathologie. On fait des visites à domicile, ce qui est de moins en moins fréquent aussi, et ce qui permet aussi de réaliser comment vivent les gens. Donc quand on passe à travers un parquet vermoulu chez quelqu'un, on le soigne un petit peu différemment de quand il est dans un appartement assez large. Ça permet aussi de se confronter à différentes pathologies qu'on n'aurait pas eu l'idée de chercher. Donc on est très attentif à ce côté social, on est très attentif au côté prise en charge globale de la personne. Donc pas s'attarder juste à une pathologie, mais à une personne ou à une famille. Et ce que j'aime beaucoup dans ce quartier, c'est justement le côté familial. On a la chance d'avoir des familles entières qu'on peut suivre, que ce soit le nouveau-né, sa grand-mère, son grand-père, le cousin qui débarque et la personne qu'ils hébergent parce qu'elle est dans le même village de son pays d'origine et qui vient travailler avec eux. Donc c'est d'une richesse humaine absolument fantastique. Et ça permet aussi de découvrir des différentes cultures. Je découvre principalement par la gastronomie, notamment, parce qu'on est couvert de chocolat, de pâtisserie et autres délicieux couscous le vendredi. Donc il y a des côtés assez agréables. Sur le côté, donc, pour revenir au territoire, ce territoire est extrêmement morcelé, extrêmement dur. On a beaucoup de violence, donc vous avez vu la voiture, c'est aussi malheureusement l'état de certaines personnes. Il y a donc beaucoup de violences physiques, beaucoup de violences psychologiques, des violences éducatives, des violences de la société. L'urbanisme est très difficile, il y a peu d'espaces verts. Et au milieu de tout ça, on trouve des gens, ce matin quelqu'un parlait de pépites, et c'est totalement ça, on trouve des gens extrêmement dévoués, extrêmement motivés, qui changent la vie des gens à l'échelle soit de leur famille, soit à l'échelle de leur quartier. Il y a une solidarité qui se met en place qui est très importante, et il y a beaucoup d'associations extrêmement dynamiques. Alors sur celle de la santé, je commence à bien les connaître, sur celle sociale aussi. On est capable de mobiliser une dizaine de personnes pour aider quelqu'un à rester à domicile et pas à être interné, par exemple. C'est vraiment un réseau qui a un dynamisme humain et une capacité de rebondir malgré l'adversité qui est d'une richesse sans nom et qui, pour moi, définit ce que c'est qu'un territoire vivant. On avait prévu un petit peu de vous parler aussi donc, des différentes communautés, comment elles vivaient ensemble ou à côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tensions quand on imagine donc, différents pays. Forcément, vous vous croisez dans la salle d'attente. Vous venez de pays qui sont parfois en conflit, de pays qui sont considérés comme pouvant être en conflit, de cultures, de religions différentes. La place de la religion est très importante dans la vie des gens, comme vous le savez peut-être. Et donc, elle est très très prégnante. Ça demande une adaptation du soignant, ça demande une adaptation des gens. Et finalement, j'ai l'impression dans la salle d'attente, les gens cohabitent assez agréablement. Mais ce qui m'attriste, c'est de voir justement, ils sont assis à côté, mais il y a peu d'interaction de communauté à communauté. Ça, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être amélioré, et on y réfléchit, sans que ce soit hostile, mais on voit que les gens vivent souvent à côté des autres sans être nécessairement en interaction. Voilà, sur le côté communauté, le fait qu'une équipe de soignants vienne s'installer là, par contre, a pas mal dynamisé le quartier. Une des questions, c'est comment est-ce que l'installation de cette maison de santé a pu changer les choses dans le quartier. Donc la première chose, c'est le pharmacien était absolument ravi parce qu'on lui ramenait pas mal de monde.
La deuxième chose, c'est en termes de dynamisme et de vie dans le lieu. Donc ça, c'est ma rue, donc qui est effectivement grise, vide et il n'y a rien. Depuis qu'on s'est installé, des gens passent dans cette rue, des gens s'arrêtent, des gens discutent. Juste à côté, en face de nous, s'est installée une maison des jeunes. Donc l'arrivée de différents lieux publics et de soins où on prend en charge les gens dans leur santé ou dans leur globalité ou dans leur jeunesse attire aussi beaucoup de monde. Donc là, on croise des éducateurs spécialisés, on croise des jeunes qui sont en activité, et il y a une sorte de dynamisme, d'enchaînement de choses positives qui peuvent se passer. D'une part, ça rassure les gens, s'ils font un malaise en bas de chez eux, ils peuvent venir, c'est facile. Et d'autre part, ça permet d'avoir une vie qui n'est pas juste de passage. On n'a pas juste quelqu'un qui marche dans la rue pour rentrer, mais qui va pouvoir s'y arrêter, notamment dans les maisons communes qui sont autour. Parce que, comme je vous disais, il y a beaucoup d'associations. Il y a la PMI, qui est Protection maternelle et infantile, c'est un lieu aussi d'accueil pour les femmes et les enfants. Ou parfois les hommes et les enfants, quand ce sont les papas qui s'en occupent, mais c'est assez rare. Et vous avez des maisons pour tous, donc d'autres associations qui créent du lien social. Et toutes ces associations qui commencent à émailler le territoire de bonnes idées, de bonnes initiatives, permettent aussi d'avoir ce côté vivant dans le territoire et ce côté fascinant justement, puisqu'on peut avoir un groupe d'enfants qui se croisent, ils sont à la même école, ils vont aller faire du foot sur le terrain d'à côté et puis ils se retrouvent dans la salle d'attente parce que c'est le moment de leur vaccin. Et ce dynamisme aussi est très agréable, et je pense qu'en tant que soignant, on en fait partie. Parce que non seulement on permet aux gens d'avoir la meilleure santé possible compte tenu de leur âge, de leur maladie et de leurs conditions de vie, mais aussi en améliorant leur santé, on est acteur d'une certaine mobilisation. Je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai beaucoup de patients qui viennent avec une demande d'asile. Donc par exemple, monsieur M, qui a un parcours migratoire terrifiant, qui a fait une demande d'asile, il va avoir besoin d'un certificat médical. Donc la première chose qu'il va faire en arrivant, c'est survivre. Une fois qu'il aura un petit peu survécu et repéré le médecin du coin, c'est-à-dire moi, il vient et il me demande donc un certificat médical. Je l'examine, je peux mesurer les blessures, évaluer son état de santé, et donc ce certificat médical va être un appui pour sa demande d'asile. Mettons, on a de la chance, il est accepté, et donc je vais continuer à le suivre. Je vais suivre cette personne, je vais suivre sa famille, je vais le suivre pendant qu'il va travailler. S'il déclenche des maladies chroniques, je vais encore les suivre, et je vais avoir aussi la chance de rencontrer ses enfants. Donc les enfants également vont pouvoir, via la santé, intégrer des suivis, des réseaux de soins et des réseaux aussi de santé, mais au sens large, c'est-à-dire des soins sociaux, pouvoir être aussi la porte d'entrée vers la découverte d'associations. On peut leur conseiller des associations d'aide à la parentalité, des associations pour patients par exemple diabétiques, des remises au sport, on va aussi contacter des médecins du travail aussi. Et à partir de là, à partir de la santé, vous avez tout un maillage social qui se fait. Et on n'est pas les seuls, heureusement, mais on fait partie aussi de l'amélioration de la vie des gens, que ce soit sur le territoire ou parfois de manière un petit peu plus large. J'ai encore reçu un faire-part de quelqu'un qui a déménagé il y a 2 ans, qui est maintenant en Picardie, dans une petite maison, et qui a son 2e enfant, et qui continue à écrire à la secrétaire tous les ans pour lui souhaiter la bonne année, et moi aussi. Ça fait plaisir, on a l'impression que notre action a été aussi bénéfique pour l'amélioration de la vie de ces personnes. Notre installation a aussi été intéressante sur le côté rebond par rapport à des associations qui cherchaient des intervenants. Donc que ce soit les médecins, les orthophonistes, on est souvent sollicités pour des interventions de santé publique, donc de prévention. Ça va être soit des activités de dépistage de maladies, soit des activités de prévention de conduite à risque. Par exemple, on intervient dans des auto-écoles pour aller parler de l'alcool, du cannabis au volant. Le projet pour l'année prochaine, c'est d'aller intervenir dans les écoles pour parler du danger des écrans auprès des parents, auprès des enfants. On intervient aussi sur des associations qui vont travailler sur la prévention de l'obésité chez les enfants. Donc on a un nombre d'activités possibles assez phénoménal. Et tout ça s'appuie sur un lien associatif qui était déjà là largement avant mon arrivée, qui sera là largement après, mais pouvoir en faire partie, c'est une grande fierté. Effectivement, c'est extrêmement choquant. Dans Paris, vous avez des déserts médicaux. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent la démographie médicale. Il y a beaucoup de médecins
qui font partie des générations des baby-boomers et qui partent à la retraite, et on leur souhaite la meilleure vie possible. Mais pour le coup, forcément, il y a donc une grande partie de départ. Ces médecins ne sont pas remplacés pour plein de facteurs. Le numerus clausus, c'est-à-dire qu'à un moment, le raisonnement politique du moment, que j'ai beaucoup de mal à comprendre, a dit on dépense trop pour la santé, si on diminue le nombre de médecins, on dépensera moins. Ce qui est complètement idiot, parce que moins on a de temps avec un patient, plus on lui prescrit des choses et plus on coûte cher. Mais en tout cas, donc, ils ont réduit au maximum, au point que pour faire médecine, vous avez 2 concours de sélection hyper drastiques. Et du coup, on était peu de nouveaux médecins pour beaucoup de départs. Les autres facteurs font que la médecine générale a été pas mal décriée, dégradée. L'opinion que les facs de médecine, pas l'opinion publique, mais l'idée générale était que le généraliste c'était le sous-médecin, c'était celui qui adressait aux spécialistes ou qui traitait des rhumes et des gastro. C'est pas du tout mon métier, mais surtout du coup les étudiants qui se lancent dans médecine vont très rarement faire médecine générale parce que pendant 6 ans on leur a dit si tu travailles mal tu finiras médecin généraliste. Donc du coup on est un peu moins motivés. Et l'autre facteur, il y a plusieurs autres facteurs, on peut les lister pendant longtemps. Le fait qu'avant vous aviez monsieur le médecin, son épouse était souvent la secrétaire, par exemple dans un cabinet en campagne, ça marchait très bien. Et monsieur le médecin était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans aucune vacance. Si on l'appelait au milieu de la nuit, il y allait. Et maintenant, on a une génération où c'est vrai qu'on n'a pas envie. C'est discutable, hein, bien sûr, mais on n'est pas des saints. Et donc on est un peu moins disponible et on fait moins 6 jours par semaine, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est très rare. Parce que tout simplement aussi, il y a une féminisation de la profession. Et voilà, j'ai eu un bébé, j'ai été en arrêt, congé maternité, c'est logique. Sauf que ça veut dire qu'à tout moment, il faut un remplaçant. Et donc pour un poste de médecin, il faut 2 personnes. Donc on forme des gens qui vont un petit peu moins travailler en volume horaire. Ce qui se comprend aussi, hein, on a tous une vie qu'on veut équilibrée et heureuse. Et du coup, ça demanderait plus de médecins pour remplacer tous ceux qui partent. Donc il y a plein de facteurs pour expliquer ça. Après, sur Aubervilliers, vous avez aussi la violence. Tous les médecins que je connais se sont fait agresser, tous. Que ce soit physiquement, que ce soit moralement, que ce soit de la casse dans leur cabinet, dans leur voiture. Donc forcément, Aubervilliers, c'est pas joli, on n'a pas envie de finir comme la voiture comme ça, et les urgentistes et les pompiers vous en parleront mieux que moi parce qu'ils se font caillasser. Et l'SOS médecin ne va plus dans Aubervilliers. Vous avez des cités qui sont sans médecins, pour en grande partie de la violence urbaine aussi. Donc c'est des raisons différentes de la campagne, où en campagne vous avez plus les distances qui jouent, là on a aussi le facteur violent qui n'est pas... Alors le barrage de la langue, bon je parle mal mais je comprends très bien l'anglais. Beaucoup de patients parlent français, notamment tous les patients africains maghrébins sont très très souvent bilingues. Pour les patients qui viennent principalement donc Afghanistan, Syrie, très souvent on a besoin d'un interprète au début. Donc la plupart du temps, il n'y a pas la possibilité d'avoir un interprète parce que c'est un professionnel, donc il faut le payer, donc on ne peut pas. Donc soit c'est quelqu'un de la famille qui vient ou un voisin, auquel cas on peut se méfier parce que vous avez des gens qui se font une profession d'aller faire l'interprète dans un cabinet médical de manière totalement officieuse, donc non seulement on n'a aucune qualité de la traduction, et aussi on s'est rendu compte après que la personne demandait 50 € par consultation. Voilà, quand la consultation du médecin au final est la moitié. Donc c'était assez énervant d'avoir ce côté aucune garantie de qualité de traduction. Mais quand on perd à la traduction, c'est assez terrible, notamment quand on parle de victimes de violence, qui est une grosse partie de ma patientèle. Donc au début on mime. Je suis très très forte en mime maintenant. Faire une consultation entière sur des douleurs articulaires mimées. Je vais pas vous le faire là, mais c'est pas triste. Après, en fait, au fur et à mesure, les patients vont très souvent apprendre le français. Il y a beaucoup de cours de français langue étrangère auprès d'associations. On parlait de la Maison pour tous. Vous avez des ateliers de conversation. Donc c'est une des grandes joies d'ailleurs de voir arriver des gens qui au début ont fait la consultation en mime et puis l'année d'après ils vous parlent français. Donc c'est difficile, voilà, j'aimerais pouvoir être polyglotte. Quand j'ai des internes justement qui parlent différentes langues, c'est une richesse énorme. J'ai eu une stagiaire pendant 1 mois qui parlait chinois. Bon, ça nous a amené quelques familles avec qui on a pu discuter. Donc mon interne qui était musulmane parlait arabe littéraire. Donc ça permet d'avoir
un contact aussi avec différents pays, parce que tous les Arabes ne se ressemblent pas en termes de langage. L'arabe marocain n'est pas l'arabe d'Arabie Saoudite, ils ne se comprennent pas forcément, alors que tous ceux qui parlent arabe littéraire vont le comprendre. Donc ça a été une grande aide. Après, on bricole. On appelle le voisin. J'ai un de mes collègues lui, il est né en Serbie, qui va donc parler à toute une population croate, serbe. Là, vous avez ensuite, oui, souvent, et là, la difficulté, c'est quand ce sont les enfants qui traduisent pour leurs parents. Ah oui. Ça, c'est très difficile. Ouais, c'est la question. Oui, ça, c'est quand vous avez un enfant de 8 ans qui vient, qui traduit pour ses parents, on a toujours une sensibilité très particulière, parce que non seulement ça place l'enfant dans une position qui n'est pas la sienne, on l'adultifie, il a une responsabilité, très souvent c'est l'enfant qui va aussi gérer ses frères et sœurs, et cet enfant donc, non seulement va devoir être projeté dans un monde d'adultes et de responsabilité, mais aussi il y a des sujets, c'est difficile de les aborder. Voilà, j'ai une grosse consultation post-violence, post-traumatique, principalement violence de guerre, violence sexuelle. Quand c'est un enfant qui traduit, on n'ose pas, je ne vais pas lui balancer ça dans la figure, c'est pas possible. Donc ça, c'est une des difficultés. On ne fait pas, en fait, on est obligé de dire non. Donc pour l'instant, je prends encore des nouveaux patients, mais ça s'auto-régule. C'est-à-dire que là, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, j'ai regardé, le prochain c'est le 15 mars. Enfin 15 mars, non 16 parce que c'est férié, mais bon, c'est dans ces eaux-là. Donc les patients savent qu'il faut anticiper, ils s'organisent aussi. Mes patients qui doivent revenir tous les 3 mois pour leur suivi par exemple, ou tous les mois, prennent le rendez-vous de la fois d'après, en sortant de la consultation. On travaille aussi pas mal à distance. Donc c'est vrai qu'une consultation de renouvellement de pilule chez quelqu'un que j'ai déjà vu dans l'année, je ne vais pas faire une consultation, je vais lui envoyer l'ordonnance. Donc on travaille un petit peu différemment. Après, ça a aussi sélectionné une certaine façon de travailler. C'est-à-dire que je fais des consultations longues, les patients savent que si je passe 1 heure avec quelqu'un, c'est pas parce que je suis en train de regarder un match à la télé, c'est que c'est quelqu'un qui en a besoin, et donc ils savent aussi que quand ils en auront besoin, je serai là pendant 1 heure avec eux pour qu'ils me racontent leurs difficultés. Et donc ça régule un petit peu aussi. Un patient qui vient en consommateur, bonjour docteur, alors il me faut le courrier pour le dermato et puis j'ai une bronchite donc il me faut un antibiotique. Il vient une fois, quand j'aurais passé 1 heure à lui expliquer que je travaille pas comme ça, en général soit il s'adapte, soit il revient pas. Donc ça sélectionne aussi. Après oui, on a été pris d'assaut, à raison. On devrait être 6 médecins, on en est 3. Et donc forcément ça décale, donc il y a des gens qu'on peut pas soigner, qu'on peut soigner, mais qui de temps en temps font autrement, donc vont voir un de mes confrères, vont voir parfois aux urgences. Ça c'est un de mes grands drames quand un patient revient en disant bah voilà je suis allé aux urgences la semaine dernière parce que votre prochain rendez-vous il est dans 3 semaines. Donc c'est un peu crève-cœur, cela dit, je me suis rendu compte dans la douleur que si je continuais à un rythme fou, non seulement j'allais quand même pas pouvoir soigner la terre entière, mais en plus j'allais mal travailler. Que quand on est fatigué, qu'on n'est pas dans son état normal ou qu'on est malade, on écoute moins les gens. Et quand on écoute moins les gens, ils soignent moins bien, donc c'est aussi une façon de garder une qualité.